Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité régionale, après les annonces de la direction de Doux cette semaine, quelle est la réaction des producteurs? Nous en avons rencontré un à Plonnéour-Lanverne dans le Finistère, vous l'entendrez. Coup de gueule des granitiers bretons ce vendredi dans les Côtes-d'Armor. Ils demandent aux élus de favoriser le granit de la région pour les constructions locales. Et aussi, suite et fin de notre série consacrée aux Journées européennes du patrimoine. Aujourd'hui, découverte du centre de restauration de Kerguéhennec dans le Morbihan. Les œuvres de la région y passent pour recevoir un coup de neuf. L'histoire de la semaine en Bretagne sera racontée par Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous allez nous parler d'un contrôle d'alcoolémie qui se finit bien. Oui, c'est un contrôle doublement positif finalement. Eh bien, vous nous racontez ça dans un instant, Benjamin. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 15 septembre 2017. Loup Bureau, bientôt libre. Le journaliste nantais incarcéré en Turquie depuis plus de 50 jours sera bientôt expulsé du pays. C'est son avocat Maître Pradel qui l'a annoncé ce vendredi. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, était actuellement en déplacement en Turquie. La justice d'Ankara soupçonnait le journaliste ancien étudiant à l'IUT de Lannion d'appartenir à un groupe terroriste. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, était en Bretagne. Ce vendredi, elle s'est rendue à Nantes, Saint-Brieuc, mais aussi à l'université de Vannes. Et parmi les dossiers de cette rentrée, les admissions post-bac. En Bretagne, 43 étudiants n'ont pas encore de formation attitrée. Au niveau national, ce sont près de 3000 personnes. On écoute la ministre au micro de Fanny Cocconnier. Le recteur, les services du rectorat, les universités continuent à travailler pour pouvoir accueillir ces étudiants. J'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois là-dessus. Notre objectif, c'est qu'on soit en capacité de leur faire des propositions qui correspondent à ce qu'ils souhaitent faire et dans des filières où ils ont toutes les chances de réussir. Ce n'est pas un problème de place, je l'évoquais encore avec le président de l'université ici. C'est vraiment le fait que nous soyons très attentifs à les mettre dans des conditions de réussite. Économie dans ce journal et les granitiers de la région ont interpellé les élus ce vendredi à Carnouët dans les Côtes-d'Armor. Pour les professionnels, le granit breton doit être privilégié dans les commandes publiques, surtout que depuis janvier 2017, il est facilement identifiable grâce à une indication géographique protégée. Le reportage de Mathilde Kemener. Les granitiers bretons appellent les élus à la solidarité. Les importations de granit du Portugal ou encore de Chine continuent de progresser. Alors les professionnels ont organisé une rencontre dans un lieu emblématique, la Vallée des Saints à Carnouët. Il y a du travail, le marché se développe, mais il se développe à côté de nos produits parce que pour la plupart du temps, on utilise notre notoriété et on va vendre aux collectivités un autre produit, la plupart du temps sans lui dire. Ce qui fait que nous, on passe à côté de ces métiers. Les collectivités publiques, c'est 50% du carnet de commandes des granitiers. Alors cette journée est vitale et elle fait suite à l'obtention de l'indication géographique protégée du granit breton en janvier 2017 qui permet de garantir la provenance des pavés. Je suis à mon 3e mandat, 2 mandats et demi, 15 ans que je suis maire. J'ai fait pour 30 millions d'euros d'investissement sur Plougastel. Il y a du granit, je ne suis pas capable de vous dire d'où il vient le granit. Je n'en sais rien. Parce que ça n'était pas forcément Parce que pour moi, au départ, il venait évidemment de Bretagne. Et donc, mais ce n'était pas une préoccupation de vérifier d'où il venait. Ça va changer demain. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait en plus non seulement favoriser les entreprises bretonnes, mais en plus faire des économies en passant directement nos achats de matériaux au circuit court. Et on a des prix en direct. À l'issue de cette réunion, tous les élus ont dû s'engager en signant un manifeste. Les granitiers espèrent désormais redonner un nouveau souffle à la filière et pérenniser les 700 emplois existants. Mercredi, la direction de Doux annonçait de nouvelles orientations pour le groupe volailler après des pertes records en 2016. Ces nouveaux axes de travail vont toucher principalement les producteurs de la région car ils concernent les méthodes d'élevage. Pour l'instant, ils perçoivent ces changements comme une bonne nouvelle. Camille Pochet. Dans l'élevage de Daniel Jaouen et de son fils, en ce moment, 75 à 80 000 poulets sont élevés. Pour ces éleveurs intégrés au groupe Doux, le nouveau chemin que prend l'entreprise semble plutôt de bon augure. Je pense que le choix a été fait, il est judicieux et réfléchi. Si une partie des poulets est élevée dans les pays de l'Est, nous ferions du poulet probablement un peu plus lourd et donc avec des durées d'élevage plus longues. Et on peut penser qu'on perdra un peu d'argent, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera encore là demain.
Le groupe lancera en Arabie Saoudite une marque de poulet premium nourrie aux graines de lin et aux oméga 3. Cela concerne 3000 tonnes de poulet, soit seulement quelques élevages. Daniel et son fils à eux seuls, par exemple, fournissent 1000 tonnes de poulet par an au groupe. L'objectif, c'est 3000 tonnes par an, d'où c'est plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an qu'ils commercialisent tous les ans. Donc on ne va pas tous y aller. Il y aura une minorité d'éleveurs, probablement, pas chez nous. Mais là, je n'ai pas connaissance qui sont les éleveurs, mais je sais que la commercialisation commence prochainement. Donc les poulets sont déjà en élevage. Si les éleveurs semblent partants pour un nouveau modèle, ils ne connaissent pas précisément les adaptations qu'ils devront mener. Pour Daniel Jaouen, une adaptation pourrait être problématique si on lui demande d'élever les poulets en plein air. Si demain le marché s'oriente vers là, bon, peut-être qu'on ira vers là, mais je peux vous assurer qu'au consommateur, le coût sera peut-être du double. Pour le moment, a priori, aucun des emplois des 1500 salariés de l'abattoir d'Oux n'est menacé. Dans l'actualité, il y a aussi le lancement d'une plateforme de vente de matériel de nautisme par le navigateur Gérard Daboville ce vendredi à Brest, un site nommé Le Cargo et surtout un nouveau défi pour ce pionnier des mers. Il y a 27 ans, quasiment jour pour jour, il achevait à Brest sa traversée de l'Atlantique à la rame après 77 jours de mer. Il nous raconte son nouveau projet devant la caméra de Christophe Boucher. Il y avait vraiment un manque, oui, c'est-à-dire que des marketplaces, il en existe dans toutes sortes de domaines. Et chose assez curieuse, il n'y en a pas dans le nautisme. Il n'y en a pas dans le nautisme. Moi-même, d'ailleurs, en tant que plaisancier utilisateur, souvent, j'en ai rêvé. Comme c'est un site qui est dédié, tout le matériel est rangé dans... On appelle ça des containers, ce sont des containers virtuels bien entendu. On pouvait avoir les instruments de navigation, vous pouvez avoir les livres, vous pouvez avoir la décoration, etc. Tout ça est rangé et vous allez droit au but de votre recherche. Donc on va continuer à faire des développements dédiés aux particuliers, avec une mise en relation peut-être un peu plus facile avec les vendeurs, avec aussi probablement donc une possibilité de négocier les prix. Donc ça sera pour les 4 prochains mois. On espère sortir tous ces développements pour la fin de l'année. Les salariés de Marine Harvest à Pulaouen seront bien indemnisés après leur licenciement. Le tribunal des prud'hommes de Brest a rendu cette décision ce vendredi. Le détail de cette actualité avec Benjamin Bréon. Bonne nouvelle pour les 111 salariés licenciés par Marine Harvest Kritsen à Pulaouen en 2014. Le tribunal des prud'hommes de Brest leur a donné raison ce vendredi. Il a jugé leur licenciement après la fermeture de l'usine dépourvu de causes réelles et sérieuses. Il a condamné la compagnie norvégienne à leur verser chacun entre 6 et 20 mois de salaire, mais l'entreprise peut encore faire appel de ce jugement. La CGT de Naval Group, ex-DCNS, se mobilisait ce vendredi matin à Lorient. Dans leur viseur, la possible alliance entre Naval Group, STX France et Fincantieri. Un projet qui a été évoqué dans le cadre des discussions sur la reprise de STX Saint-Nazaire. La CGT s'oppose à la fusion des activités civiles et militaires et en pointe le coût social. Une assemblée générale sur ce thème est prévue le 21 septembre. À Landerneau, le chantier de l'Institut de réadaptation gériatrique Cap-Horn est lancé. Objectif, réunir et optimiser les capacités des cliniques de l'Elorn à Landerneau et Kerléna à Roscoff. Le nouveau centre devrait compter 160 lits en hospitalisation complète et 35 places en ambulatoire. Le personnel des 2 établissements y sera transféré. L'inauguration du nouvel équipement est prévue en mai 2019. La construction d'une maison grâce à une imprimante 3D a commencé à Nantes. Une innovation appelée Batiprint 3D est brevetée par l'université de la ville. L'imprimante coule en fait 2 parois en polymère qui serviront de moule à béton. Le tout prend 3 jours contre 3 semaines pour un procédé traditionnel. Enfin, inquiétude pour les vitraux de la cathédrale de Quimper. Le volume sonore des concerts enregistrés pour France de début juillet a révélé leur fragilité. Des tests ont donc été réalisés ce jeudi à l'occasion des pétarades, la soirée de la rentrée étudiante. Soulagement général, le son, moins poussé que pour la télé, ne les menaçait pas. La soirée a pu se tenir normalement. Et poursuivons à présent notre découverte du programme des Journées européennes du patrimoine. À Bignan, dans le Morbihan, au cœur du domaine de Kerguéhennec, se cache l'atelier régional de restauration. À l'intérieur, des passionnés prennent soin d'œuvres sculptées ou encore de mobilier venus de toute la région. Fanny Coconnier nous fait découvrir leur travail.
Ces sculptures, autels et tabernacles proviennent d'églises bretonnes. Ces objets sont accueillis ici pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour être restaurés. C'est très divers, hein, ça va de la petite statuette jusqu'aux grands éléments comme les retables qui sont dans les églises, les chapelles. Beaucoup d'objets qui proviennent de musées et puis il y a aussi quelques objets qui proviennent de particuliers. Ces œuvres en bois, pierre, terre, plâtre ou cire sont accueillies dans cette pièce. La température et l'humidité y sont régulées. Certaines œuvres subissent uniquement des travaux de restauration. D'autres doivent aussi être traitées pour assurer leur conservation. C'est le cas de cette sculpture venue de la chapelle Sainte-Trope de Quimperlé. La conservation, généralement, est une étape préalable extrêmement importante. Parce qu'un objet peut être relativement intact extérieurement et puis très abîmé à l'intérieur. Il s'agit toujours dans un premier temps de stabiliser l'œuvre, d'arrêter en fait les causes de sa destruction. Ce travail de fond effectué, il reste à soigner l'apparence des œuvres. Ainsi, le travail s'achève sur cette sculpture en bois polychromé de la chapelle Saint-André d'Ergué-Gabéric. Les objets ont été traités contre les insectes. Le bois a été consolidé, la couche picturale a été refixée. Maintenant, je fais tout un travail de finition qui consiste à masquer toutes les petites imperfections de surface. L'atelier régional de restauration à Bignan ouvre ses portes ce dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 18h. Benjamin Bréon nous raconte maintenant l'histoire de la semaine, c'est dans le duplex. Alors Benjamin, c'est l'histoire d'une suspension de permis qui se termine à la maternité. Oui, on peut le résumer comme ça, Julie. Effectivement, c'est en fait une carte postale qui a été reçue cet été par le commissariat de Morlaix. Alors une carte anonyme, mais qui ne contenait ni insulte, ce qui paraît-il n'arrive pas si souvent, ni dénonciation, ce qui paraît-il est beaucoup plus courant. Non, rien de tout ça, c'était une carte de remerciement. Son auteur, une jeune conductrice contrôlée au volant en état d'ébriété fin 2015. Elle était en état d'ébriété, paf, suspension de permis et donc covoiturage, le temps de récupérer le dit permis. Et le transport est devenu amoureux. Exactement, comme elle l'écrit, du covoiturage est née une rencontre, et de la rencontre, une histoire d'amour. Bilan, 2 ans plus tard, la conductrice envoie cette carte postale de Milan en parlant de vacances en famille et conclut sa carte en disant « Merci pour tous les deux ». Et alors, comment ont réagi les policiers morlaisiens ? Eh bien écoutez, doublement. D'abord en étant content, hein. Bien sûr, vous vous en doutez, le commandant de police racontait cet après-midi à notre journaliste que c'est la première fois qu'il reçoit une lettre de remerciement en 35 ans de carrière. Et puis la fonction de policier a repris le dessus quand même, et ils ont mené leur petite enquête. Mais qui était cette jeune femme ? Eh bien figurez-vous que le mystère reste entier, et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est parce que fin 2015, des jeunes conductrices de la région de Morlaix qui se sont vues sucrer leur permis, eh bien figurez-vous, il y en a eu pas mal. On n'est pas très sûr que l'histoire de chacune d'entre elles se soit aussi bien terminée. Effectivement, merci beaucoup Benjamin en tout cas pour cette très belle histoire. Et c'est donc avec cette jolie histoire qu'on se dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h. Bon week-end.